Bonjour à tous les fans de Fitness Mag, bonjour à tous les fans de la personne que vous avez face à vous aujourd'hui. On va dire son nom dans quelques petites minutes, dans une petite minute, parce que moi aujourd'hui j'ai la chance, le plaisir, l'exclusivité, il y aurait beaucoup d'adjectifs, je ne vais pas tous les citer, d'accueillir le charismatique, l'empathique, mais surtout l'authentique Gilles Lartigot. Donc bonjour Gilles, j'espère que tu vas bien. Je me suis laissé pousser la barbe un tout petit peu pour essayer d'être dans le thème de ton livre et pour essayer d'être au plus proche de tes idées parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de t'interviewer pour la deuxième fois. On l'avait fait la première fois pour la sortie de ton livre Hit, qui était un best-seller. Aujourd'hui, je t'interroge pour la sortie du livre Hit 2, donc des morts et des vivants, chronique d'une société toxique. Donc je te remercie encore pour l'exclusivité. C'est un livre pour moi qui m'a vraiment bouleversé parce qu'il est détonnant, il est impactant. Enfin, il y a là aussi beaucoup d'adjectifs, on va en parler. J'espère que les internautes vont apprécier ça. Donc merci encore Gilles pour cette exclusivité. Tout d'abord, comment vas-tu? Euh, Écoute, pour être franc avec toi, je vais pas super bien. Physiquement, par contre, je suis plutôt au top, ouais. Physiquement, ça va très bien. Après, je sors d'un process d'écriture qui a duré quasiment 9 mois. J'ai mené une vie un petit peu monacale, tu vois, en étant isolé chez moi auprès de ma petite famille, avec nos animaux. Et j'ai un peu de mal aujourd'hui à réintégrer en fait la société que je décris dans le livre. C'est assez paradoxal, mais je l'explique également dans le livre que lorsqu'on prend conscience en fait du monde dans lequel on vit, on a un certain regard, on porte un certain regard, notre perspective a changé et on se rend compte que les gens qui nous entourent en fait, eux n'ont pas changé. Et forcément on se trouve en décalage. Et aujourd'hui, moi, je dois me réadapter un petit peu au stimuli de cette vie, de cette vie moderne qui est rythmée par le temps. Donc, le temps, hein, c'est un des fondamentaux du livre. Hein. Tic, tac, C'est tic, ça. tac. Le temps qui passe hein, de notre premier à notre dernier souffle. Donc, ce rythme effréné de notre vie, voilà, aujourd'hui, je pense avec le réel, je vis avec le réel. Je ne veux pas m'isoler aujourd'hui de cette société. Donc c'est un petit peu dur pour me réacclimater. Et je suis très content que tu sois un des premiers médias à m'interviewer parce que, on peut dire à ceux qui nous écoutent, on ne se connaît pas physiquement. C'est vrai. On ne s'est jamais rencontrés. Ça fait maintenant quelques années qu'on se Quelques connaît. années, oui. Tu sais que combien j'apprécie ce sport. C'est vrai. Hautement décrié, empli de préjugés, etc. J'en parle également dans le livre. Mon amour pour ce sport, voilà, pour la culture physique. Et j'aime beaucoup le virage que tu as pris avec ton magazine. J'aime beaucoup toute cette panoplie. Alors là, c'est même pas les X-Men, hein, c'est toute la galaxie parce qu'il y a une tonne de collaborateurs, tous très prestigieux les uns que les autres. Et tu sais que j'apprécie tout particulièrement Bernard Dato parce qu'étant grand fan de BD, et puis quand il parle de personnages là, dernièrement comme Larry Scott, Monsieur Olympia, premier Monsieur Olympia. Monsieur Olympia, mythique, hein, des années quand même 60. Voilà, donc je parle beaucoup des anciens, je parle... Un retour aux fondamentaux, Gilles, hein, on va en parler juste après. Là aussi, un retour aux fondamentaux. Oui, un retour aux fondamentaux, voilà. Donc je t'avertis que j'allais être assez prolixe, parce que tu as un lion qui sort de la cage, il va falloir que... Je vais essayer de le dompter. Moi, je voulais dire, en fait, j'ai pris quelques notes pour ceux qui nous écoutent et nous regardent également. Parce que je ne veux pas faire l'impasse d'oublier certaines choses. Donc, quelques notes, je vais les lire. J'ai marqué, c'est un véritable condensé, donc ce livre-là. Vous voyez, donc ceux qui regardent l'écran, Hit 2. Bien sûr, à la fin, je vous conseillerais de vous ruer dans les magasins les plus proches chez vous ou sur Internet pour l'acheter. Mais c'est un véritable condensé d'informations. Moi, j'ai marqué aussi pertinente qu'utile, qui amène forcément à la réflexion et qui ne peut pas laisser indifférent. Parce que toi et moi, on sait qu'on est sur la même longueur d'onde, donc je ne vais pas être très objectif. Quoi qu'il en soit, tu abordes dans ce livre donc j'ai tous les thèmes qui me sont chers, mais surtout tu touches du doigt ce qu'est l'homme moderne du XXIe siècle. Tu parles d'alimentation, d'éducation, de maladies, du système de santé, du temps qui passe, et ça me concerne énormément en ce moment, on va en parler peut-être après, la vieillesse. Donc,
il y a le côté paradoxal aussi, on parlera peut-être tout à l'heure d'une société qui soi-disant vit plus longtemps, mais qui en fait souffre énormément. Hein, on va en parler, les lobbies alimentaires, les lobbies pharmaceutiques, enfin, il y a tellement de sujets, c'est tellement riche, ton livre, que je pense qu'on s'enrichit autant intellectuellement que spirituellement. Comme je t'ai dit l'autre jour au téléphone, je tiens à le redire là pendant l'enregistrement, c'est un livre qui en plus n'est pas moralisateur. Il essaie de conscientiser, il essaye d'éduquer, il essaye de faire de la prévention, tout ça, voilà, sans morale, et je te félicite grandement et chaleureusement pour ça. Merci Eric. C'est vrai que pourquoi culpabiliser les autres? En fait, j'ai toujours du mal avec. D'ailleurs, c'est une des chroniques du livre qui s'appelle Les Nouveaux Gourous. En fait, ceux qui prétendent détenir la vérité. Tu vois. Surtout à propos d'alimentation, parce que on est loin de tout savoir. Et c'est assez présomptueux de dire voilà, moi j'ai trouvé le mode alimentaire parfait ou la méthode parfaite. Et puis, surtout, c'est d'imposer son choix à l'autre. Parce que là, voilà, faire preuve en fait, de supériorité, ce que je fais c'est bien, ce que tu fais c'est mal. Donc, voilà, je n'ai jamais imposé mon choix à quiconque. C'est vrai que ça a été apprécié dans le premier tome de Hit. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Voilà, j'ai fait des erreurs dans le passé. Je viens de ce monde-là, du monde du divertissement, de la publicité, de la musique, du cinéma. Donc un peu ce monde factice que je décris dans cette société. Et donc j'ai en quelque sorte la légitimité de dire ce que je dis, parce que j'ai bien connu ce monde-là. Tu vois, ce monde rythmé par la sonnerie du réveil. En fait, dès que tu te réveilles, tu es en retard. Et chose assez intéressante, depuis l'écriture du livre, je me lève très tôt, vers 5 heures. Il se trouve aussi qu'il y a 3 ans, aujourd'hui, on a adopté une chienne qui avait 12 ans à l'époque, qui est un setter néerlandais qui s'appelle Stella. Je communique pas mal sur les réseaux sociaux par rapport à Stella. On la voit souvent. Elle a encore 16 ans, on lui donne 6 mois à vivre, elle est encore là. Et en fait, c'est elle qui nous donne le rythme, tu vois, aujourd'hui de notre vie, qui m'a donné le rythme pour m'aider à écrire aussi le livre. Donc, tu imagines le rythme de vie d'un setter qui va avoir 16 ans, donc ça fait quasiment plus de 100 ans. C'est vrai. Tu as le rythme qui ralentit. Voilà. Il m'a appris la patience, il m'a appris aussi à me coucher tôt. Et donc, je me lève tôt. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je fais depuis des années, je vais pousser de la fonte. Voilà. Donc, je vais aller chercher la souffrance, tu vois. L'entraînement, ça a toujours été, si tu veux, une espèce de méditation. C'est le seul moment où on est seul face à soi-même. Et donc, bon, je prends la voiture, il y a un petit peu moins de 6 heures, tu vois, j'ai un club qui est à peu près à 10 minutes en voiture. Et dès que je prends l'embranchement de l'autoroute, il y a des gens au code phare, ils me collent au cul, quoi, à 6 heures du matin. On est en retard, tu vois, dès le matin. Et puis après, on va rentrer dans ce rythme infernal, tu vois. Donc, je suis quelque peu, si tu veux, donc, sorti de ce rythme-là. Donc, j'ai bien ralenti et j'ai écrit ce livre un petit peu, voilà, je t'avoue, je vais être sincère avec aussi les auditeurs, vraiment dans la douleur. Je voulais juste te parler de la légitimité. Tu parlais tout à l'heure de légitimité. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que cette fois-ci encore, tu t'entoures de gens qui ont pignon sur rue, qui sont légitimes, qui ne pratiquent pas la langue de bois. Je vais citer donc quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Nicole Delépine. Alors là, un discours qui m'a laissé, mais alors le cul par terre. Genre, je croyais en savoir pas mal sur le cancer, on va y revenir juste après, mais elle frappe fort et elle n'a pas peur, et toi non plus, de l'orienter là où il faut. Tu veux peut-être intervenir? Oui, parce que Nicole Delépine, ça fait des années que je la connais. En fait, je l'ai connue, tu sais que j'étais assez proche de Claire Sebra. Ouais. Voilà, donc qui a disparu il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'était Noël dernier. Et Claire, en fait, m'a de suite parlé comme elle a écrit beaucoup de livres sur la santé, elle était en contact avec Nicole Delépine. Et à l'époque, Nicole Delépine dirigeait en fait le service de cancérologie pédiatrique à l'hôpital universitaire de Garches.
Et comme elle explique dans le livre, elle préférait en fait faire des protocoles qui étaient éprouvés, donc des protocoles de chimio, de radiothérapie, d'opération, d'extrait de tumeurs aussi, qui étaient pratiqués dans les années 80-90. Et elle a refusé les traitements imposés du cancer. Alors, ça, vraiment, un point très important pour ceux qui nous écoutent, il faut que vous sachiez, en fait, qu'aujourd'hui, le cancer, je crois que c'est depuis 2004, que les traitements, en fait, du cancer sont imposés par l'Institut national du cancer. C'est-à-dire que votre cancérologue n'a pas le choix du protocole, parce qu'il y a plusieurs protocoles pour soigner le cancer. Pourquoi ne plus utiliser des protocoles éprouvés? Parce que malheureusement, ce sont des médicaments dont les labos n'ont plus la patente, donc des traitements qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. Parce que bon, tous les traitements et les essais thérapeutiques sont aujourd'hui financés entièrement par la sécurité sociale. Donc, j'avais vraiment très, très envie de mettre en lumière aujourd'hui Nicole Delépine, parce que c'est assez paradoxal, parce que par rapport aux gens qui interviennent dans mes livres, je m'appuie sur ces gens-là parce qu'ils ont la légitimité de dire ce qu'ils ont à dire. Moi, je pourrais retranscrire leurs propos, mais j'ai préféré cette forme d'interview parce que j'aime bien la dynamique. Et j'ai tellement été, si tu veux, en colère par rapport à ce que j'ai appris, parce que mon père est mort de cancer, mon grand-père, mon oncle, en fait, toute ma famille a été décimée de cancer. On sait que le cancer va toucher un homme sur deux, une femme sur trois. C'est la première cause de mortalité depuis 2014 en France. Bon, donc il faut aujourd'hui savoir que il y a des traitements qui sont imposés en fait pour uniquement des objectifs, et j'ai pas peur de le dire, parce que c'est en fait pour des objectifs en fait qui sont financiers. Des rendements de finances. Si tu me permets, j'ai noté, et tu enchaînes sur ça, les thérapies précoces et les patients cobayes. Moi, j'étais révolté. Oui, aujourd'hui, on se sert en fait de patients qui sont en fin de vie, hein, donc les protocoles n'ont plus, il n'y a plus aucun protocole à leur donner, quoi. Donc, les nouvelles molécules qui ont été peu ou prou testées, oui. Oui, on teste en fait des nouvelles molécules. Donc là aussi, alors là, tu m'amènes sur un sujet, voilà. C'est un truc qui m'a réveillé d'un coup ce matin, tu vois, parce que donc je pars 6 heures, je prends la voiture ce matin, je mets toujours France Info. France Info parce que j'aime bien moi savoir toute la propagande qu'on me diffuse, tu vois. Il faut que je sois un peu au courant. J'ai plus la télé parce que c'est insupportable aujourd'hui, les émissions de télé sont débilisantes, c'est pas possible. Donc j'ai plus de télé depuis des années et je reste en contact, non pas avec des journaux juste avec la radio, pendant un quart d'heure, le temps que j'aille à la gym, et j'ai les principales news qui vont être boucle, tu vois, toute la journée. Là, j'allume journée mondiale pour la recherche contre le cancer. Oh putain, j'ai dit en plus, c'est aujourd'hui que je parle avec Eric. Et là, tu me remets dessus parce que j'ai des facultés à oublier assez impressionnantes. Donc là, tu me remets là-dessus, je suis vraiment très, très en colère pour ça. C'est hallucinant. Pourquoi on fait une journée mondiale pour la recherche contre le cancer? Pourquoi pas pour la prévention contre le cancer? C'est exactement ce que j'allais dire. La recherche contre le cancer, c'est quoi? C'est la prévention précoce. Okay, la prévention précoce aujourd'hui, ça fait que le cancer de la prostate sur 4, donc 25% des cancers de la prostate, sont des surdiagnostics. 25% des cancers du sein, tu sais, la mammographie où on écrase bien le sein. Donc, la mammographie, 25% sont des surdépistages du cancer du sein. Les cancers qui n'auraient pas dû se développer. Et ça, c'est moi qui le dis, c'est Nicole Delépine. C'est Nicole Delépine. Là, ce que j'ai écouté à la radio, c'est qu'il y a un chercheur là, de l'Institut Curie qui dit on va encore dépister plus tôt. Waouh! Hey, ils vont te sortir les prises de sang, donc ils appellent ça les biopsies liquides, pour prévenir de plus en plus tôt l'apparition du cancer. Mais pourquoi vous ne faites pas de la prévention primaire? Parce que ça, il faut dire aux auditeurs que c'est de la prévention secondaire. Donc ça engendre des frais, des soins. À vous, vous en rendez pas compte, c'est la sécurité sociale. Et tout un côté anxiogène, c'est ce que je voulais dire, vous m'excuserez, hein, je vais essayer de pas trop interrompre Gilles, mais c'est le côté anxiogène que Nicole Delépine a décrit dans une vidéo, je sais pas si je la retrouve, j'insère l'extrait, où elle avait vu des statistiques, je crois que c'était en Irlande, des personnes qui étaient écrasées, des personnes qui mouraient, d'autres morts que du cancer, qui étaient autopsiées et avaient le cancer, mais qui ne s'étaient pas forcément déclarés.
Le sein, il est démontré, la plus grande étude, c'est une étude canadienne qui est faite par l'Université de Toronto, qui a avec 25 ans de recul, et qui est sur 90 000 femmes. On leur a donné, on a tiré au sort, elles étaient d'accord, dépistage systématique ou dépistage par le médecin. Je dis là, dépistage systématique. Eh bien, à l'issue des 25 ans, celles qui vivent le plus, ce sont celles qui ne sont pas dépistées. Merci beaucoup, Nicole et Gérard Delépine. Je rappelle le titre de votre livre, Cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin, aux éditions Michel Roux, et ça suscite effectivement beaucoup de questions. Si on dépiste, on crée un climat de peur, de tension tellement anxiogène qu'on peut favoriser le développement. Donc je te rejoins, il y a un problème de rendement, d'argent. Dans ton livre, tu décris, mais de manière, moi je suis ahuri et encore révolté de voir les protocoles, les rendements, le nombre de patients qu'il faut avoir mensuellement, sinon on retire l'accréditation de centres de cancérologie. Mais où on va? Moi, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir la parole qui porte grâce au livre qui s'est très très bien vendu. Et c'est encore le cas aujourd'hui, donc je veux profiter de cette chance, moi qui suis un petit peu plus en lumière, oui, que par exemple Nicole Delépine. Il faut absolument que si voilà, vous lisez mon livre, vous voulez approfondir le sujet, Nicole Delépine a écrit 5 ou 6, notamment le cancer sur le fléau qui rapporte, et puis surtout, cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin, parce que pour finir là-dessus, pour finir sur le chapitre du cancer, il faut que vous sachiez que nous, patients, nous avons le droit, donc la possibilité de choisir notre traitement, en disant non, mais là, la thérapie précoce, là, le truc qui vient de sortir, là, non, finalement, je vais prendre l'ancien, je préfère l'ancien, vous prescrivez l'ancien, on est en droit de choisir, nous, le traitement. Et pour ça, il faut avoir les bonnes informations. Et je suis sûr que parmi nos auditeurs, personne ne sait ça. Personne. Qu'on a le droit de choisir. Donc, c'est le cas de nombreuses personnes, parce que moi, j'ai été très peu étonné de ça, tu vois. Donc, depuis que Claire m'a présenté Nicole, ça faisait longtemps, donc je voulais intégrer son discours, j'attendais d'écrire ce deuxième livre, parce que pour moi, c'était une parfaite entrée en matière, tu vois. Il faut savoir pourquoi on ne se pose pas la question de... D'ailleurs, est-ce qu'on le sait? Depuis 20 ans, les enfants ont 30% de cancer en plus. En fait, il y a 30% de cancer en plus chez les enfants. Depuis 20 ans, pourquoi on a encore plus de cancer? Parce qu'on ne fait pas la prévention primaire. Tout ça, en fait, tout ce qui fait les soins, les tests pour le cancer, etc., c'est la prévention secondaire. Mais la vraie prévention primaire, c'est qu'est-ce qu'il faut manger pour être en santé? Comment faut-il vivre pour ne pas se choper un cancer, quoi? Qu'est-ce qu'il faut boire? Le danger de respirer dans les villes avec les microparticules, le chlore qui se trouve dans l'eau, les pesticides que l'on bouffe à longueur de journée. Ça, c'est la vraie prévention primaire. Et c'est là où je développe dans le livre, après les cancers, l'avantage d'une alimentation végétalienne ou végétarienne. Puis aussi, le mode alimentaire qui aujourd'hui fait office, si tu veux, de base à tous les régimes, c'est le régime méditerranéen. Ça a été découvert par Serge Renaud dans les années 70. On a appelé ça aussi le régime crétois. Voilà, c'est à base de beaucoup de légumes, quasiment pas de viande rouge, un peu de viande blanche, un peu de poisson, de l'huile d'olive, des fruits frais, des fruits et légumes de saison, le régime méditerranéen. Alors aujourd'hui, bon, c'est peut-être un peu trop à la mode, tu vois, donc pour moi, je change un petit peu de nom, mais ça, c'est la base. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc de boire un peu de vin rouge, donc ça permet de protéger les maladies cardiovasculaires. Mais tout ça intégré dans un régime est très important. Et même Hippocrate le disait, ça. Il faut toujours avoir une activité sportive. Tu as parlé de l'importance du mode alimentaire. Je voudrais qu'on revienne, on va faire la jonction avec le sport. Au tout début, le fameux tic-tac. Parce que ton livre aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il est ponctué de très très belles photos, un peu comme dans Hit 1, des photos très impactantes, toujours un petit libellé qui nous emmène très très vite à vouloir lire la suite parce que ça nous attire. Mais ça, en fait, je peux t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Avec plaisir. J'ai vraiment travaillé sur la facilité de lecture, rendre le livre agréable. Donc c'est vrai que c'est Valérie qui fait les photos, comme dans le 1. Les photos sont beaucoup plus mises en valeur. C'est un livre qui est très urbain, puisque c'est des photos qu'on avait prises lorsqu'on vivait à New York, à Montréal, et dans des grandes métropoles. Et donc, toutes les photos, en fait, j'ai mis le punchline. La punchline, c'est un peu l'effet Twitter, tu vois. C'est peu de caractères,
C'est voilà, donc lorsqu'on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux du livre. Donc j'ai vraiment travaillé la mise en page, donc on a tout fait, Valérie et moi, comme sur le 1, pour faciliter la lecture. Mais ça a été un peu un piège parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à avoir quand même pas mal de retours, des gens qui l'ont lu, ça fait à peu près 2 mois qu'il est sorti. Et souvent, les personnes me disent « je l'ai lu super vite, en 2 jours, je l'ai lu, en 3 jours, je l'ai lu. » Et là, ça m'a un peu déprimé parce que je dis « ouais, ok, j'ai mis 9 mois à l'écrire, mais il y a quand même des textes ou des chroniques ou même des punchlines, comme par exemple celle de... S'il y a un seul combat, c'est un combat contre soi-même. C'est le vrai combat. Donc rien que cette punchline, ça t'amène à une réflexion. Tu vois, tu peux la lire et puis passer à autre chose. Et je pense que j'invite les personnes qui l'ont aimé, qui l'ont lu très vite, à le laisser voilà, digérer et puis le reprendre et relire une chronique parce que les chroniques aussi sont non chronologiques. Tu vois, on peut vraiment picorer à l'intérieur du. Oui, et je crois que tu as donné la clé en parlant de fondamentaux, mais tu as parlé d'un mot qui est hyper important, c'est l'organisation. Il faut être conscient du monde dans lequel on vit et il faut prendre, faut prendre son courage à deux mains. Il faut s'organiser pour pouvoir passer au travers de tout ce qui va impacter notre santé et qui risque de nous amener vers certaines pathologies ou maladies du XXIe siècle. Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre la société dans laquelle tu vis. La comprendre pour ne pas la subir. Voilà, c'est comme un jeu. Quand tu joues à un jeu, il faut connaître les règles. Et moi, ce que je raconte au début du livre, dans la chronique Le jour où le temps s'est arrêté, parce que il y a 10 ans, en fait, j'ai connu une mort, qui n'est pas une mort physique, mais qui est une petite mort. En fait, c'est là où tout s'écroule autour de toi, où tu perds tout l'acquis, les 20 ans de travail, et puis il faut recommencer à zéro. Et là, tu vois la vie différemment. Voilà, le temps s'arrête, il y a une prise de conscience qui te fait comprendre que la société dans laquelle tu vivais, en fait, c'était que des illusions. C'était qu'illusions. La Matrice, on en parlait dans Hit 1. Voilà, tu sais, vraiment, le film Matrix, c'est une très très belle métaphore de la société aujourd'hui. Et je suis très heureux, tu vois, toi, tu dois le rencontrer aussi. Tu dois le constater aussi, qu'il y a de plus en plus de gens vraiment qui s'éveillent. Bon, ça peut être un éveil spirituel, ça peut être un éveil sur une prise de conscience de tout du travail qu'on fait tous les jours. Voilà, on arrive aujourd'hui à la retraite, on est souvent fatigué ou malade. Voilà, mon père est mort très peu de temps après sa retraite. On a pris sa retraite, donc j'ai repris une citation de Noam Chomsky. Comment se fait-il que nous ayons autant d'informations et que nous sachions si peu de choses? C'est vrai. Il faut se rendre compte aujourd'hui qu'avec l'outil avec lequel on discute aujourd'hui, on a accès à toutes les informations que l'on souhaite. Et on est resté sur un mode d'information qui est basé sur les médias mainstream. Donc, débilisant, hein, comme tu disais tout à l'heure. La presse qui aujourd'hui n'est plus libre, c'est d'une évidence. Elle n'est plus libre. Mais c'est indéniable. Publicité, c'est financé par. Pourquoi aujourd'hui les hommes très riches ont déjà commencé à investir dans les médias? Surtout que c'est des activités déficitaires quand même. Faut savoir que les journaux, les quotidiens français survivent grâce aux subventions de l'État. Alors c'est ces journaux qui vont critiquer violemment l'État. Je ne crois pas. On ne mord pas la main qui te nourrit. Et De Gaulle disait que il est parti de la politique, là, début des années 70, les médias, c'est le 5e pouvoir. Moi, je crois aujourd'hui que les médias sont le premier pouvoir. Je crois que les médias sont le premier pouvoir. Tout simplement parce qu'on vit aujourd'hui dans un système dont on nous rabat les oreilles, c'est le système démocratique. La démocratie. Okay. Démocratie, donc, c'est la majorité qui décide, qui vote. Ok. Donc, la majorité, aujourd'hui, des gens que je côtoie, hein, je vis quand même dans le réel, cette grande majorité, on est à la télé. Tous. Très grande majorité. Qui va voter aujourd'hui?
Je crois que c'est les plus de 50 ans. La moyenne, en fait, d'âge des votants, c'est 50 ans. Bon. Donc, c'est les personnes, en fait, qui sont en fin de vie, qui sont à la retraite. Ils ne veulent pas que ça change, tu vois. Et cette génération-là, c'est la génération de ma mère. On en parle souvent, mais ça la fait sourire, parce qu'aujourd'hui, elle est plus tout dupe, en fait, des informations qu'elle écoute à la télévision ou qu'elle lit dans les journaux. C'est cette génération, en fait, qui a vraiment été dupée. Parce que tout ce qui passait à la télévision, en fait, c'était... parole d'évangile, c'est ça. Tu vois. Ah oui, je l'ai vu au journal de 21. Le journal de 21. Et donc, voilà, je fais le rapport, tu vois, entre tout ça. Donc, c'est ça que je dis aujourd'hui, notamment à ceux qui prennent conscience qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est... toxique. De propagande, oui, le monde est toxique. On ne va pas développer après tout le reste avec les valeurs aujourd'hui qui sont complètement inversées. Tu sais, Gilles, juste une aparté, hier soir, il y avait une émission, je regarde un peu la télévision, mais très rarement également. Moi, je préfère lire et regarder quelques émissions sur YouTube. Et des personnes indépendantes, tu vois, qui ont vraiment les mains déliées. Et hier, il y avait une statistique sur les enfants, en fait, et ce gros problème qui va devenir une grosse pathologie, c'était le nombre d'heures addictives aux écrans. Et c'était notamment les smartphones, les tablettes, les PC. Et tiens-toi bien, les enfants, donc les adolescents, c'était entre 3 et 4 heures par jour. Consultation de 220 fois le téléphone. Je parle de la toxicité, en fait, des écrans. Hein, le faisceau, je parle du faisceau hypnotique de l'écran. Il y a un livre très intéressant sur le sujet qui s'appelle TV de lobotomie de Michel Demurger. C'est sur les ravages, en fait, des écrans, notamment par rapport à la jeune génération. Les enfants lobotomisés. Un bébé au niveau des barres d'écran. Ça crée des addictions graves, ça crée des perturbations après, au niveau du développement cérébral. Pour moi, ça, c'est le cancer de notre époque. Tu vois, je te montre tout à l'heure, hein, le téléphone portable, c'est le cancer de notre époque. Et ça, c'est un truc, écoute-moi, ça me rend dingue. Je t'assure, hein, je fais en plus une fixette dessus, quoi. Le matin, donc tôt, 6 heures à la salle de gym. On est toujours à la gym, excusez-moi. Oui, non, au contraire. Je vais à la salle, donc il y a peu de monde, tu vois. Il y a un ancien, retraité, et puis 7-8 personnes. La plupart, en fait, font leur exercice, ils ont ça à la main. Et entre deux séries, tu vois, alors ça, c'est la génération des poussins, ils sont super faits, tu vois. Je me dis, waouh, mais tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Comment tu peux faire entre deux séries, tu snaps, ou tu envoies un Instagram, ou il y en a en plus qui se filment, tu vois. J'attendais après sa jambe, il y en a qui se filment, tout ça. Excuse-moi, il te reste encore beaucoup de séries. Ouais, je peux pas te parler, je parle à mes followers. C'est la quête perpétuelle des likes, tu sais. C'est le truc qui me rend dingue, quoi. Cette addiction aux écrans. Le discours que l'on tient, c'est parce qu'on a 50 ans aussi, tu vois. On a 50 ans, je pense que nos parents, on disait la même chose, etc., etc. On sait que le progrès, tu peux pas l'arrêter, mais tu peux néanmoins être lucide, tu vois, par rapport à ça. Pour en revenir aux réseaux sociaux, je t'assure que vraiment les réseaux sociaux me fatiguent. Ils me fatiguent, et moi, aujourd'hui, je pense que je ferai de moins en moins de passages télé, parce que je m'aperçois qu'en parlant de sujets aussi sensibles que le cancer, l'alimentation pharmaceutique, je serais plutôt, je ne pense pas être le bienvenu dans les médias mainstream, mais bon, comme je réponds toujours favorablement à toutes ces invitations, on verra bien, mais en tout cas, j'attends pas là-dessus. Moi, je suis vraiment, le livre a démarré grâce aux réseaux sociaux. J'existe grâce aux réseaux sociaux. Toi aussi, notamment. C'est ça. Uniquement. Aux réseaux sociaux. Et il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Mais ça me fatigue parce que je trouve que peut-être je me fais trop vieux. Tu vois, je prenais l'exemple la dernière fois d'Instagram. On m'a dit, mets-toi sur Instagram, ça fonctionne. C'est vrai que je dirais, c'est pour moi plus dynamique que Facebook. Et donc, je mute petit à petit sur Instagram. Et un jour, je me suis fait piéger. Je suis allé à un festival, en fait, au Salon des Gants. Et puis, l'organisatrice m'a vu arriver. Elle m'a dit, on peut se faire un boomerang. Je ne savais pas ce que c'était un boomerang, tu vois. Donc, tu sais ce que c'est? C'est quoi les petits trucs rapides? Les trucs, tu vois, les petites séquences, voilà, rapides, c'est ça.
ça tourne en boucle. En boucle. C'est rapide, ça ne même pas 5 secondes, tu vois, ça fait un effet. Tu vois, mais c'est quoi ça, tu vois? Bizarre, tu vois, qui a inventé ça, déjà, et à quoi ça sert? Mais il paraît qu'il faut, tu sais, pour Facebook, poster quasiment tous les jours. En fait, ça te pousse, c'est la cadence, cadence. La cadence qu'on trouve partout, qu'on trouve même dans les abattoirs. C'est pour ça qu'on tue les animaux, en fait, et qu'on les torture, parce que les humains, en fait, sont cadencés, ils sont poussés à produire de plus en plus vite. Et donc, moi, c'est vrai que les réseaux sociaux me fatiguent, mais malheureusement, il faut qu'on s'en serve. Et tu vois, c'est ça, vivre avec le réel. C'est pas refuser. Et tu te souviens, au téléphone, je t'avais cité Nelson Mandela. J'ai une rubrique, c'est santé publique, je cite Nelson Mandela dans mon magazine. Et il dit « L'éducation est l'arme la plus importante et la plus utile, en fait, que l'on pourrait utiliser pour espérer changer le monde, en gros. Hein. » Et donc, nous, en effet, on doit s'en servir pour passer certains messages de prévention, d'éducation. Moi, c'est ce que je fais. Chaque jour, dans mon réseau Instagram, en effet, qui marche un peu mieux que Facebook, je passe quelques petits messages subliminaux, parfois bruts de décoffrage, et je vois en effet que j'arrive à convertir. C'est pas volontaire, hein, ça se fait tout seul. J'ai fait l'autre jour un post, et je finirai là, qu'il faut pas imposer, il faut essayer d'éduquer humblement, et c'est de partager ce que l'on sait avec l'expérience que l'on a. Oui, c'est ça le partage en fait. C'est donner envie. C'est ce que me disait dans le premier livre David Townsend. Voilà, il faut séduire, en fait, donner envie, et puis être tel qu'on est. Moi, le pilier pour moi fondamental de ce livre, c'est Vol West, qui est un Français qui vit depuis 20 ans aux États-Unis, qui vit dans le Montana, donc il fait partie de ces porte-paroles, en fait, de ces qu'on appelle les survivalistes. J'ai adoré cette rubrique. On remplit de préjugés, etc. Et donc on remet avec Vol West les pendus à l'heure. Il dit très justement, en fait, Vol West, voilà, peu importe qui est au pouvoir, peu importe la politique, etc., ça ne changera rien à ta vie, tu auras toujours les mêmes besoins. Donc, moi, ce que je cherche, c'est améliorer ma vie au quotidien. Tu vois? Donc, être conscient du monde dans lequel tu vis, être conscient qu'il y a des tas d'informations aujourd'hui, il faut faire le tri entre ces informations-là. Il ne faut pas forcément gober tout ce qu'on nous gobe. Il faut un petit peu réfléchir sur le métier que l'on fait, la société dans laquelle on vit, donc être lucide. En étant lucide, tu fais le constat. Toi, tu l'as vécu en plus, tu as monté ce magazine, tu as pris des risques, tu as voulu changer de vie pour peut-être être chez toi plus tranquille, etc. En fait, j'ai fait des groupes de société, j'ai eu jusqu'à 50 salariés, et puis on travaillait tous ensemble, c'était tout un système entrepreneurial, tu vois, assez patriarcal. J'ai fait la succession aussi de mon père. Aujourd'hui, moi, je suis seul, quoi. Je suis seul avec Valérie, et tous les deux, voilà, on est très heureux, et on a choisi, tu vois, cette voie. En choisissant cette voie, on a eu la chance d'avoir des lecteurs, donc, qui nous ont suivis, et ça fonctionne. Comme toi, tu as eu des annonceurs qui t'ont suivi, et ça fonctionne. Donc, comme je le disais dans le 1, on a toujours le choix. C'est facile de dire ça. Une femme qui travaille peut-être dans le 9-3, qui est mère célibataire, qui se fait 3 heures de trajet par jour en RER, etc. Bon, on a peut-être d'autres problématiques aussi, tu vois. On a peut-être un peu moins le choix, mais on a le choix aujourd'hui d'être éveillé ou pas. À propos d'éveil et à propos d'indépendance, tu as cité Vol West. J'ai adoré ce passage-là. C'est peut-être un de mes préférés, même si Nicole Delépine a vraiment m'a touché parce que mon père est décédé du cancer. Quand, si tu veux, je regarde ton livre, je parlais tout à l'heure de légitimité, j'ai envie de les citer parce que il faut que chacun des auditeurs continue cette éducation en se retournant vers le docteur, donc Jérôme Bernard, nutritionniste, docteur, Devin Townsend, que je connaissais pas, donc maintenant je l'ai connu grâce à toi, très intéressant, un musicien. Son discours, encore une fois, m'a interpellé. Geoffrey Le Guilcher, alors là c'était intéressant, on verra ce qu'on va aborder ou pas, parce que le temps nous est compté, donc journaliste, écrivain, qui a fait un livre Steak Machine, donc encore une fois, la parole et les messages qu'il fait passer, l'explication que tu as donnée en partie par rapport au rendement dans les abattoirs, très intéressant à connaître, pour ne pas juger encore une fois. Showter, je ne sais pas si je le présente, si je le dis bien, donc du groupe Dogba, ils sont tous hyper intéressants. Moi, je vais me relire des rubriques et repasser, comme tu disais tout à l'heure, une fois que j'aurai digéré tel ou tel passage. Mais Vol West m'intéressait parce que il y a l'autonomie, il y a l'hétéronomie, donc le contraire. On a perdu aujourd'hui notre autonomie, qu'elle soit intellectuelle,
qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit énergétique. Tu le décris très bien et vous en parlez donc de manière magistrale. Et j'ai bien aimé aussi le fait, et je vais te redonner la parole, qu'il parle bien que parler de survivalisme, ce n'est pas anxiogène, c'est juste prendre ses précautions, retrouver, voilà, avec un peu de recul, un peu cette indépendance qui nous fait défaut aujourd'hui. Oui, en fait, avec Vol West, voilà, ça aussi, c'est une personne que je connais depuis pas mal de temps. Parce que pour le premier, j'ai été en contact avec Piero San Giorgio, qui est un survivaliste européen qui vit en Suisse. Ça m'avait fait découvrir en fait ce courant. Je me sentais très proche de ça parce que ce que j'étais en train de faire lorsqu'on vivait en Mauricie, dans les bois, forcément tu fais des réserves. C'est le propriétaire qui nous avait dit, on fait des réserves parce que peut-être que vous aurez pendant 2-3 jours pas d'électricité, le temps de venir en forêt et tout. Bon. Donc là, tu te dis, voilà, quand tu vis un petit peu dans l'isolement, tu as ce réflexe de réserve. Mais quand tu vis en ville, et là, ça a été assez rigolo. C'est une anecdote que je raconte dans le livre. Là aussi, donc à la salle de gym, donc on revient encore à la salle de gym. On y reviendra définitivement. Tu peux de chez moi, donc je ne vais pas te parler d'autre chose. Je vais pas dans les centres commerciaux. Mais on apprend plein de choses de salle de gym du moment où on parle aux autres. Bon, on n'a pas tous un casque sur les oreilles, on n'est pas derrière l'écran. Okay, et donc, je vais voir une personne d'un certain âge qui est à la retraite et je lui demande en fait s'il a des réserves d'eau chez lui. Est-ce que tu as des réserves d'eau? Parce que tu sais que tu peux te passer de manger, mais tu ne peux pas te passer de boire. Donc, des réserves d'eau. Là, il a rigolé parce que il m'a dit, mais Gilles, j'ai l'eau courante à la maison. Pourquoi tu veux? J'ai des réserves d'eau. Donc, pour lui, une rupture d'eau, c'est pas possible. Avec Valérie, quand on vivait à Montréal, quasiment tous les ans, il y a des ruptures de canalisation, parce que le réseau est assez vieillissant là-bas, et puis avec la température, donc il peut y avoir des éclatements. Et des ruptures donc, de distribution d'eau pendant voilà, peut-être un jour ou 2 voire 3 jours. Tu peux pas avoir d'eau, tu n'as pas d'eau potable. Donc tu es obligé d'avoir des réserves. Et à propos d'eau potable, tu es équipé toi aussi. Moi je suis équipé. Oui. Ça fait partie des actes que tout un chacun pourrait faire pour, en cas de pénurie d'eau, pouvoir essayer de survivre, ne serait-ce qu'avec l'eau de pluie ou des eaux usagées. Bien voilà, pour ceux qui ont la chance de vivre à la campagne, il a la possibilité de récupérer de l'eau, ne serait-ce que pour le potager, et puis bon, ça sert aussi de réserve lorsqu'il y a une rupture du système. Mais la rupture, par exemple, d'électricité, bon, c'est de plus en plus fréquent, ça le sera de plus en plus. Voilà. Vous, en plus, vous avez connu ça, pour les intempéries, tu vois, oui. Tu ne peux pas sortir de chez toi. Combien de personnes aujourd'hui, parmi ceux qui nous écoutent, par exemple, voilà, vous avez une coupure d'électricité et vous devez donc éclairer votre maison. Déjà, il faut savoir où sont les lampes, est-ce qu'on en a, tu vois. Les bougies, bon, moi je vous déconseille plutôt les bougies parce que c'est peut-être un peu dangereux, tu vois, ça t'endort. Nous, on a en fait des lampes aujourd'hui qui se déclenchent lorsqu'il y a une rupture d'électricité. Et l'énergie solaire. Et puis on en a qui sont plantées dans les plantes, si tu veux. Voilà. Et là, je vais te raconter une petite anecdote. C'est le sujet de ma mère qui habite à côté de chez nous. Et lorsqu'on avait de plus en plus de ruptures d'électricité, on l'a équipée chez elle. Et donc, ça posait pas de problème, quoi. Parce que dès que, en fait, il n'y avait plus d'électricité, elle allumait, et puis c'était Versailles à la maison, tu vois. Et là, les voisins appellent, ils disent, mais tu as l'électricité? Non, non. Ah bon, mais comment ça se fait, c'est éclairé chez toi? Donc, tu vois, mais c'est des petites choses qui te rendent la vie plus facile. Aujourd'hui, s'il n'y avait plus d'électricité, je peux cuisiner. Voilà, je sais ce qu'il faut faire. Je l'ai prévu. Tu vois, de la prévoyance. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment Par exemple, il y a quelqu'un qui se fait agresser devant toi. Une jeune femme se fait agresser devant toi. Il n'y a pas la police. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Les fameuses... à ça, d'accord? Si tu dis oui, j'y vais, donc tu vas avec quoi? Parce que tu peux désamorcer aussi un conflit juste par la parole. Bien sûr. Tu vas avoir aussi quelques petits accessoires peut-être sur toi. Bon. Vol West en parle. Les lecteurs découvriront ça dans le livre. Se balader, voilà, avec des petites bombes. C'est du poivre rouge, tu vois. Tu peux t'en servir pour la cuisine. Tu vois, du poivre rouge. Je sais pas. Donc tu peux pas l'avoir. Tu peux l'avoir chez toi. C'est des bombes de défense. Tu peux pas les transporter avec toi. Donc en fait, en France, tu as le droit de te faire agresser, mais tu n'as pas le droit de te défendre. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Rien. Mais bon, voilà, c'est juste la prévoyance, tu vois. Il arrive un accident devant toi, il y a des gens qui sont formés au premier secours, il y a des gens comme Vol West qui ont des petits traumas dans leur voiture et qui peuvent intervenir. J'ai bien aimé le fameux kit, kit de premier secours.
fromage sur lui, tu vois. J'ai des petits kits avec un garrot, par exemple, tu vois. Il y a eu l'attentat au Bataclan. C'est les mecs avec des petits traumas où il y a eu des garrots, des hémorragies, les mecs sont morts d'hémorragie. Donc, mais justement, il m'a interpellé, vous m'avez interpellé, et je crois que moi je vais me faire un petit kit de survie, un petit kit de trauma. Alors je sais pas ce qu'on peut faire, mais on peut tous avoir ça dans la voiture, plus ou moins poussé ou pas. Oui, et pourquoi je suis allé interviewer Vol West? Parce que c'est vraiment pour moi le pape du survivalisme francophone. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs auxquelles j'adhère à 200%, quoi. Très, très respectueux vis-à-vis de sa femme. Du clan. Voilà, il parle du clan, il parle de l'importance, tu vois, de chacun dans le couple a ses prérogatives. De très belles valeurs, et tu vois, qui donne une image du survivalisme qui n'est pas du tout l'image anxiogène que peuvent avoir les personnes. Pourquoi? Dernièrement, il y a eu un quotidien à Marseille, la Provence, ils ont fait un article en première page sur le survivalisme avec le kit du parfait petit survivaliste, tu vois, et tu vois des mecs en treillis, tu vois, dans les bois en train de faire du feu. C'est caricatural. Ouais. Passer, tu vois, pour des gars, des parados, quoi. Oui. Tu vois, dans le sud, il y a eu, c'est rarement le cas, il y a eu des chutes de neige, il y a des gens qui sont restés bloqués chez eux plusieurs jours. Ça pourrait peut-être leur servir, tu vois. Et en plus, c'est le gouvernement, il y a un site, le site du gouvernement, qui donne des conseils, en fait, au niveau de ce qu'il faut avoir chez soi, le plan d'urgence, ne serait-ce que la copie des papiers, tu vois, évacuer de ta maison, là, en 5 minutes, qu'est-ce que tu prends? Un sac, tu vois, d'extraction. Voilà, c'est vrai. Et ça, c'est fun, tu vois. Moi, vraiment, ce qui m'éclate dans le survivalisme, c'est que c'est fun. C'est pragmatique, moi, je trouve. Très pragmatique et fun. Et j'aime bien le côté communautaire, entraide aussi. Oui, enfin, entraide, oui, c'est ça. Il peut y avoir de l'entraide, mais... Enfin, il y a un état d'esprit, en tout cas, qu'on ne retrouve pas dans nos sociétés actuelles. Oui, après, il y a beaucoup de survivalistes qui sont aussi des loups solitaires, tu vois, ils sont des fous de la défense personnelle, qui parlent que de guns, tu vois, des couteaux, etc. Moi, je te parle de comment faire ta réserve alimentaire. Tu peux le trouver dans le livre, tu vois, avec une astuce, c'est tout acheter en double et avoir une réserve. C'est ça. Dire, tiens, j'ai plus de ketchup. Toujours en double. Non, il y a de très bonnes astuces. On va pas tout dévoiler pour justement garder le contenu. Je voudrais faire un parallèle entre le clan et nos vieux. C'est un thème qui est abordé vers la fin du livre, qui nous touche énormément parce que, bon, moi j'ai plus mes parents, toi tu as encore ta maman qui avance en âge, on lui souhaite donc de vivre le plus longtemps possible, bien évidemment. Et quand moi j'ai travaillé dans une association tutélaire, j'avais 25 ans, j'ai vu de ces choses, Gilles, je t'en ai jamais parlé. Quand je visitais les EHPAD, tu en parles très très bien dans le livre, j'appelais ça déjà moi à l'époque les mouroirs, tout le monde appelait ça. Je voyais des personnes attachées sur leur fauteuil, bavant, enfin c'était même pas des caricatures, c'était ce que je voyais. Et je me disais, je voudrais jamais finir comme ça. Donc tu parles justement de ce retour aux fondamentaux aussi, de ce qui nous permet, je l'ai dit tout à l'heure, d'être en bonne santé, c'est le lien familial. Il doit être important, il doit être soudé, on doit être bienveillant, on doit aimer nos proches. Et je pense que ça nous nourrit encore plus que l'alimentation physique. Oui, alors c'est un livre noir, d'ailleurs ça commence, je suis dans le noir, hein, donc les premières pages sont toutes noires. C'est un livre en fait qui commence par cette mort, en fait je parle de ce que j'ai vécu, cette petite mort, cette prise de conscience pour aller vers l'éveil où tu deviens vivant. C'est pour ça le titre en fait, des morts et des vivants. Et je commence avec voilà, des bébés qui naissent avec plusieurs dizaines de molécules toxiques dans leur organisme, avec quelquefois des cancers, etc. Donc jusqu'à en fait, notre mort. Et là aussi, c'est quelque chose, c'est d'être prévoyant que de réfléchir à comment on va finir notre vie. Souvent, on doit mettre nos parents dans des maisons de retraite. Pourquoi? Si on n'a pas le temps de s'en occuper. Parce que nous aussi, on doit faire gagner notre vie. Pour payer notre vie, en fait. Oui. On travaille pour payer notre vie. Donc le temps, avant la femme ne travaillait pas, c'était au foyer, souvent les parents restaient au foyer aussi. Aujourd'hui, les familles sont éclatées, non, il y a fait de travail. Il faut vivre avec le réel, donc c'est aujourd'hui un constat, il y aura de plus en plus de personnes dans les maisons de retraite. Et j'ai été alerté par des personnes qui travaillent dans ces maisons de retraite. J'ai la chance d'avoir des lecteurs de plein d'activités et j'ai commencé à creuser. Il y a eu aussi des infirmières, des aides-soignantes qui ont parlé
dans les journaux. Il y a eu des reportages là-dessus, sur les conditions de vie dans les maisons de retraite. Oui, là aussi c'est révoltant. Hein. Tu nous donnes l'exemple de la toilette. Et là, quand tu as quelqu'un qui te dit, voilà, que c'est comme, tu vois, des espèces de camps de concentration, c'est fort, tu vois. Ouais. Voilà, donc il y a des propos vraiment qui sont très, très forts dans ce nouveau livre, qui peuvent être noirs au premier regard, mais lorsque tu réfléchis, ça te permet d'anticiper, quoi. Tu vois, il y a des gens, tu t'en rends compte, qui sont morts seuls chez eux, et on les a retrouvés plusieurs jours après. Oui, mais c'est pour ça que j'en démords pas. Ton livre, c'est vraiment de l'éducation et de la prévention. Rien de noir là-dedans, comme tu le dis en effet. C'est le lien, tu vois, c'est cette histoire, tu vois, du temps qui rythme notre vie, cette prise de conscience, cette petite mort lorsque tu te réveilles et que tu recommences une nouvelle vie, où tu vois le monde différemment, ben, tu redeviens vivant, en fait. Pour être conscientisé, pour vivre plus vieux en bonne santé. Alors maintenant, on va faire un petit mélange de notre petite salade, tu sais, on va mettre le sport qui nous tient tant à cœur, on va parler d'alimentation. Donc le sport, aujourd'hui on sait que toi tu es adepte depuis de très très nombreuses années du culturisme, on en a parlé un tout petit peu. Alors, peut-être pas culturisme. Culture physique, pardon, excusez-moi. Compétition, la culture physique. Et bon, depuis quelques années, ça fait quand même 33 ans. Donc la culture physique, tu es passionné autant que moi, c'est pour toi donc non seulement un défouloir, un plaisir, un lieu de reconnexion déjà avec son propre corps, hein, parce que on n'est jamais autant en phase avec son corps que lorsqu'on s'entraîne avec des poids et haltères en résistance, ou quand on fait de la méditation, sophrologie, ou plein d'autres techniques. Donc toi aujourd'hui, ça rythme ta vie, ça rythme ton quotidien. Oui, depuis l'âge de 17 ans. Sans tomber dans l'addiction. Oui, c'est une addiction. Bien sûr que c'est une addiction. Libération d'endorphines, de dopamine. Hein. Je suis addict aujourd'hui, tu vois, à la connaissance. Dans le bon sens du terme. J'ai envie de tout savoir, en fait. J'ai une soif de connaissance et ça me démoralise parce que j'ai des bibliothèques où j'ai pas lu la moitié des livres encore. Et je me dis, je vais pas en lire plus de 100 par an, quoi, tu vois. Donc, je picore maintenant. J'ai cette soif, c'est une addiction. On est tous addicts à quelque chose. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Je crois qu'on en a parlé lors de notre première entrevue. Et aujourd'hui, ça en fait encore partie. Comme je t'ai dit, c'est le seul moment où je suis seul face à moi-même, où je suis concentré face à moi-même. C'est mon heure de souffrance. Les bienfaits purement physiques, au-delà d'intellectuels, cumulés à une bonne alimentation. C'est une souffrance physique, mais après c'est un bien-être. En fait, tu as donné à ton corps ce dont il avait besoin. Oui, parce que ceux qui nous écoutent, peut-être, il y a beaucoup de réfractaires à la culture physique, et pourtant il faut savoir que depuis notre naissance, dès qu'on se redresse de la quadrupédie à la bipédie, on doit lutter contre la pesanteur. Et on a des muscles qu'on appelle muscles striés squelettiques, et s'ils existent, la nature ne fait rien au hasard, c'est pour qu'on puisse se mouvoir. Et aujourd'hui, tu sais, il y a une étude récente qui parlait des jeunes et moins jeunes du futur sous forme de mollusques, avec de gros yeux, parce qu'ils n'utiliseraient plus leurs muscles striés squelettiques, ils seraient comme ça avec de longues mains, de gros yeux parce qu'ils fixeraient des écrans. J'espère qu'on ne va pas tendre vers ça au niveau de l'évolution darwinienne. Hein. Non, parce que je pense qu'on ne sera plus là depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est un constat. Moi, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui font du sport. On le voit dans les salles de gym. Alors, on peut parler un peu des travers des salles de gym, parce que les salles de gym qu'on a connues, toi et moi, je pense que c'était des salles de gym familiales. C'était des salles de gym où tu écoutais les anciens, hein, où tu te prétendais pas coach, tu vois, à 24 ans ou 20 ans. Donc, tu étais là, tu étais un jeune novice, et puis tu écoutais les anciens, et tu leur demandais ce qu'il fallait faire, quoi, tu vois, au niveau entraînement, au niveau ce qu'il fallait manger, tout. Aujourd'hui, tu as des jeunes qui commencent, qui te demandent ce que tu prends comme produit, quoi. Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est prendre quoi comme produit, donc, quelque part. Parce que bon, les anabolisants, comme dans tous les sports d'ailleurs. Oui. Parce que bon, il faut arrêter de dire qu'il n'y a que les anabolisants chez les culturistes, parce que bon, je connais un petit peu les autres sports, je ne balancerai pas. Mais il y a voilà. Il y en a partout, en effet. Tous les sports professionnels et non professionnels, encore plus. Bon, bref. Et donc, il y a toute cette évolution, si tu veux,
des salles de sport où malheureusement les gens aujourd'hui sont plus guidés. Moi, je vais là dans une salle qui est low cost, tu vois, mais avec du bon matériel. Bon matériel quand même. Personne sur le plateau, quoi. Il n'y a aucun personnel sur le plateau. Et ça, moi, à mon époque, tu ne pouvais pas ouvrir un établissement comme ça. Tu vois, avec des poids libres, sans aucune personne qui surveille. C'est possible ou pas? Il y a des vitrines juste à côté, tu vois. Bon, bref. Donc, l'avantage, bon, c'est vrai que c'est des coûts beaucoup moins onéreux, c'est ouvert quasiment tout le temps. Bon. Mais les jeunes aujourd'hui ne sont plus guidés. Et puis, il y a aussi là trop d'informations. Nous, on avait peu de magazines. On lisait aussi, tu vois. Là, tu as le moindre regard un petit peu volé après 2-3 ans de pratique. Et d'aide exogène, hein. Et puis, il a sa chaîne YouTube, et puis tu as le gamin qui va se connecter entre deux séries pour voir comment on va faire un exercice. Voilà, ça devient n'importe quoi. Parce que là, c'est quoi les fondamentaux? On en revient toujours à ça. Pour moi, c'est une société toxique qui succombe à ses dérives, en fait. C'est dommage pour eux, tu vois, parce que si tu construis pas une maison sans fondement, sans fondation, et malheureusement, il faut apprendre des fondamentaux pour pouvoir après grandir, pour avoir des bases solides. C'est ce que je reproche aujourd'hui au sein de J. Alors, tu vois, quand tu parles des réseaux sociaux et de surabondance de pseudo-coachs, de youtubeurs, influenceurs, ça me fait penser à ta rubrique. Enfin, il y a toute une partie à un moment dans laquelle vous parlez de société spectacle, complètement déconnectée de la réalité. Donc, on a parlé des médias mainstream, mais c'est un ensemble de choses, en fait, qui font qu'aujourd'hui, on nous force, et surtout les plus jeunes, à être devant les écrans, parce que tant qu'ils sont devant les écrans, ce ne sont pas des gens qui s'instruiront, en fait. Tu vois, on les canalise dans une espèce de tuyau comme ça, où on guide leurs pensées, Tiens, tu dis quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, concernant l'alimentation, mais c'est un tout petit parallèle, je finis. Aujourd'hui, tu dis on a besoin de nutritionnistes pour nous dire quoi manger. Mais c'est pareil. Mais c'est dingue, vous ne pouvez pas apprendre vous-même, vous ne pouvez pas revenir aux fondamentaux, vous ne pouvez pas avoir cette autonomie intellectuelle. Je suis atterré. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une époque où le paraître est plus important que l'être. Donc, et les gens, en fait, et là, je serais curieux de savoir, tu vois, c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps. Les gens qui viennent aujourd'hui dans les salles de gym, que ce soit des gars ou des filles, quelle est leur motivation? Pourquoi ils le font? Moi, je pourrais te répondre parce que c'est mon quotidien, hein, mais je préfère avoir ton avis. Alors, pour moi, je pense qu'il intéresse plus les internautes que le mien. Parce que, voilà, pour moi, c'est une très bonne hygiène de vie. Je crois beaucoup au précepte du no pain, no gain. En fait, c'est pas sans souffrance, pas de résultat. Donc, il peut y avoir de la bonne souffrance, pas de torture. Oui. Hein, il faut faire des efforts pour avoir des résultats. Et c'est vraiment aujourd'hui, pour moi, une grande satisfaction d'avoir le physique que j'ai aujourd'hui à mon âge. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Mais c'est pas ma motivation première, parce que je pense pas que tu verras un selfie de moi dans les vestiaires, tu vois, en train bien congestionné, tu vois, bon. C'est vrai que j'ai une photo de profil, bon, qui a été prise par un grand photographe qui est un ami qui photographie que des mecs tatoués, et où je suis torse nu, les bras croisés. D'ailleurs, je pense que certains ont remarqué que c'était quand même un hommage à Joe Weider. Oui. La fameuse pose de la statue, oui. Voilà. Cette position aussi d'un super-héros qui s'appelle Jim Punch, je pense que tu vois. Ouais, superbe. Moi, j'ai pas de sens d'inspiration, tu vois. Mais pour en revenir, si tu veux, à pourquoi est-ce qu'on va faire de la gym, je pense que c'est surtout par rapport à l'aspect physique, uniquement. Uniquement, je vais être bien gaulé, je vais avoir des beaux biceps, je vais avoir des beaux pecs, voilà, je vais perdre du poids avant l'été, etc., etc. Et c'est ce que je pensais au début, ce que j'écris dans la chronique Nourrir son corps, tu sais, où je raconte les années où je me suis entraîné avec Arnold, au body, etc. Et je pensais que c'était juste une affaire d'ego, tu vois. Donc je pousse à la fonte, voilà, je suis gros muscle, je me montre, etc. Alors pour certains, ça l'est. Mais pour beaucoup, donc des gars comme Bernard Dato, par exemple, toi, ou toute cette génération, tu vois, et
c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Tu sais, ça va être secondaire, mais il faut pas le gommer. Et moi, je suis fier, tu vois, du corps que j'ai aujourd'hui. Je suis fier du corps que j'avais avant. Voilà, je respecte aussi les gens qui sont fiers de leur image. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas, il ne faut pas que ça devienne que ça. C'est vrai. Ça. Ce que je reproche aujourd'hui, peut-être à cette jeune génération, c'est de vouloir uniquement, tu vois, travailler sur l'apparence. Alors que Bernard Datou nous le dirait très très bien, parce qu'il a une plume magnifique. Et Bernard, si tu nous écoutes, on te salue, Gilles et moi. Bernard nous dirait que ça éveille l'esprit, ça nous rend curieux déjà de notre propre fonctionnement musculaire, organique, physiologique général. Ça tend à nous pousser vers une alimentation donc hypotoxique, donc non pas pro-oxydante. Aujourd'hui, l'alimentation est totalement oxydante, et ça nous éveille à tellement de choses qui dépassent bien le simple culte du corps et le côté narcissique pour lequel on est très souvent caricaturé. Donc je pense que c'est pour ça aussi que toi et moi nous aimons la culture physique et ce sport-là, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à s'y adonner. Oui, parce qu'en fait, on peut très bien aujourd'hui moduler ses efforts, il y a des machines guidées, voilà, je m'entraîne avec une personne qui a 73 ans, tu vois, donc c'est la seule que j'arrive à suivre aujourd'hui, tu vois. Et pour moi, c'est encore plus important aujourd'hui parce que c'est une forme de concentration, d'inspiration, comme dit très bien Bernard Datou. C'est vrai que pour moi, l'effort est inspirant parce que comme j'ai voilà, beaucoup de pratiques, je réfléchis pas trop à ce que je fais, c'est des automatismes, tu vois. Je contrôle bien les mouvements, je contrôle les charges. J'ai un grand plaisir aujourd'hui parce que alors, je me suis jamais entraîné avec des écouteurs, tu vois, parce que je parlais toujours avec des gars. Il n'y avait pas autant de musique et d'écran dans les salles de gym, tu vois. Là, tu as des écrans de partout. Tu as des gens, des fois, ils sont scotchés, tu vois, entre deux séries. Parce que bon, c'est vrai que dans les écrans, il n'y a que des clips et des filles à poil. Il n'y a pas des mecs qui sont bloqués, quoi. Mais dès lors où tu as. J'ai perdu le fil, excuse-moi. Tu disais que, en fait, toi, tu étais hyper connecté, très concentré, et que tu mettais les écouteurs, peut-être maintenant. Je ne suis pas là, tu vois, parce que je perds le fil en te parlant. Par contre, quand j'ai un casque dans les oreilles, je me redécouvre des albums des années 70. Je suis un fou de musique, tu vois. Là, je capote sur un groupe qui s'appelle Rush, qui est un groupe canadien des années 70. C'est juste énormissime, plus de 20 albums studio, et j'ai plaisir lorsque je vais à la gym, je mets tout un album, parce que les albums, tu sais, à l'époque, ils duraient 5 minutes à peu près. C'est le temps de mon entraînement, quasiment, tu vois. Après, je mets 2-3 bonus pour finir. Donc, je redécouvre un album, je me mets dans ma bulle, et là, tout le livre, en fait, a été écrit à la salle de gym, hein, je peux le dire. Hein. L'inspiration est venue de là, parce que tu t'es vraiment concentré quelque part, retrouvé. D'un coup, voilà, on vit dans un monde où on a besoin de nutritionnistes. Ça me vient pas où là derrière, tu vois mon bureau, je suis bien, tu vois, j'ai ma campagne, je vois les amis au bar et tout. Mais non, ça me vient souvent lorsque je fais un effort physique. Lorsque, si tu veux, mon esprit. J'ai l'impression que lorsque je fais un effort physique, en fait, je déconnecte un peu mon esprit. Tu comprends ? Intéressant, très intéressant. Tu pousses, tu réfléchis pas trop, tu vois, quand on dit que. Oui, au contraire. Tu sais. Pourquoi limite, il fonctionne pas trop, mais en fait, il fonctionne différemment. Tu sais, quand j'écris, je vais te donner une petite anecdote. Quand j'écris, j'ai une table d'inversion parce que j'ai 2 hernies discales et je fais des décompressions donc au niveau vertébral, au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Et le fait d'être en décompression, tu luttes. Donc inversement, cette fois-ci, tu bénéficies de la gravité et le sang donc te parvient massivement sans avoir un impact au niveau des surrénales. Je ne vais pas entrer dans les détails et pulsation cardiaque plus forte pour balancer plus de sang au cerveau. Il utilise la gravité, bref. Donc mon cerveau est inondé de sang tout frais de qualité, je me mets à écrire derrière, mais je deviens hyper productif en fait. Et à la salle de sport, tu sais que ce soit en home gym ou en club, moi tout comme toi, je m'isole non pas parce que je veux m'isoler de cette société, je veux ne pas être en phase avec la société dans laquelle je vis, non, tout simplement parce que je veux me concentrer à ce que je fais. C'est mon petit plaisir, c'est mon petit bonheur, et toi et moi on sait que c'est un sport qui demande énormément d'attention. J'avais fait un post au sujet de la connexion neuronale. Pour ceux qui sont intéressés, ils vont sur mon Instagram et ils regardent. C'est d'une complicité et d'une ingéniosité telle que j'aimerais qu'on rebondisse maintenant sur un autre sujet. C'est l'alimentation qui gravite autour de ça et on terminera par là. On ne peut pas tout aborder, hein, Gilles. Hein. Puis on ne veut pas tout aborder.
Il faut que vous alliez acheter le livre. Spoiler la fin, surtout. Oui, bien sûr. Et donc, l'ingéniosité du corps humain. Aujourd'hui, pour que cette machine, hein, comme tu as dit tout à l'heure, de la première bouffée d'oxygène jusqu'au dernier souffle de vie fonctionne bien, on a parlé du sport, on a parlé des relations humaines, on a parlé de tout ce qui peut être un peu toxique, on a survolé, hein, bien évidemment. Hein. On aurait pu parler de la partie abattage, bon, on laissera pour une autre fois peut-être. Juste donner un petit peu, parce que les gens, en fait, voilà, je milite pour la protection des animaux. Oui, j'allais en parler dans l'alimentation, justement. Ah, voilà. Donc j'en parle, les animaux font toujours partie de mon travail, et là je voulais en fait donner la parole, parce que je me demandais pourquoi il y avait autant de maltraitance dans les abattoirs. Est-ce qu'il n'y a que des psychopathes dans les abattoirs? D'ailleurs, qui s'intéresse à eux? Qui travaille dans les abattoirs? Et là, par hasard, tu sais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, je tombe sur un livre, Steak Machine, qui m'a passionné. Le gars, journaliste d'investigation, c'est-à-dire pendant 4 mois, il s'est fait embaucher sur une chaîne d'abattage. Ouais. Le mec, il a eu les couilles d'aller sur une chaîne d'abattage, découper en 20 des vaches, hein, pendant 4 mois, 8 heures par jour. Ouais, magnifique témoignage également. Et qui, bon, après j'encourage les gens, tu vois, toujours à lire après les livres, c'est juste. Oui. Moi, le problème que j'ai fait apparaître avec Je crois, et très bien, le problème c'est la cadence. Putain, on découpe une vache toutes les minutes. Tu vois, donc à un moment donné, si elle bouge trop, etc., ils n'arrivent pas à la tuer, ben, il y a des dérapages, tu vois, donc l'animal devient un ennemi. Ça n'excuse pas les gestes du tout, tu vois, mais ce gars-là fait apparaître aujourd'hui comment fonctionnent les abattoirs. Il n'y a pas que des tueurs dans les abattoirs. Dans la tuerie, les gens aujourd'hui, on construit des murs, pas qu'on les voit, tu vois. Dans un gros abattoir, il n'y en a que 4 en fait, des tueurs. On les appelle des tueurs. Tout le reste, hein, les centaines d'employés, c'est des femmes et des hommes. Et là, voilà. Donc là, j'invite les gens vraiment à découvrir ce qui se cache, non pas par rapport à la maltraitance animale, je ne voulais pas encore remettre une couche là-dessus. Non. Mais je veux juste que les personnes aujourd'hui qui consomment de la viande soient conscientes en fait, de comment les animaux aujourd'hui sont abattus et d'éviter d'acheter de la viande comme ça à bas prix. Parce que ce qui est low cost, en fait, c'est voilà, de la mauvaise viande. Et ça fait la promotion de ces usines, enfin, espèce de camp de concentration. Il y a souvent le terme qu'on utilise, toi et moi, c'est une tuerie, enfin, à l'échelle mondiale, hein, c'est un génocide animalier quotidien à l'échelle mondiale qui est inacceptable. Après, chacun a ses convictions, chacun fait ses choix alimentaires. En fait, tu les retrouves de partout, tu vois. Travers au niveau des cadences, de l'argent, tu vois, on est tout le temps, c'est vrai. La croissance, le progrès, la croissance, le progrès, ça amène quoi? Ça amène quoi? Voilà, réfléchissez là-dessus, quoi. Et cette cadence, ben, tu vas la retrouver aujourd'hui dans les hôpitaux. Pourquoi? Il faut que ce soit rentable, les gars. Il reste 2 jours, on le renvoie chez lui. Tu vois, la cadence, le fric. Les abattoirs, c'est pareil. Cadence, le fric. Les maisons de retraite, c'est quoi? Toujours pareil, 15 minutes pour faire la toilette, le rendement, le fric. Je fais juste, tu sais, la bouche d'un cul, là. C'est ça. Les toilettes rapides, pourquoi? Ben parce qu'ils sont sous-effectifs, tu vois, ou il manque de subventions, tu vois. Donc, il y a toujours un problème d'argent, un problème de cadence. Voilà, du moment où tu es jusqu'à la fin de ta vie. Pour faire le lien donc, avec l'alimentation est terminé, parce qu'on s'était fixé une petite heure, on risque de dépasser un tout petit peu, mais voilà, on invite vraiment les gens à se documenter et bien évidemment à lire d'abord ton livre. Je mettrai les liens des différents auteurs qui ont collaboré à ton livre dans la vidéo, sous la vidéo, pardon. Donc, juste un petit mot sur l'alimentation. Tu fais intervenir Jérôme Bernard Pellet, donc encore des arguments très pertinents. Alors, toi et moi, on sait que ça peut choquer certaines personnes, donc on ne va pas rentrer dans le débat. Mais ne serait-ce qu'il y a une phrase d'abord moi qui m'interpelle avant de rentrer dans ce sujet-là. Juste pour finir sur la cause animale. Moi qui aime beaucoup les animaux, il y a une phrase qui est notée dans ton livre. Il y a les animaux que l'on aime et ceux que l'on mange. Alors j'espère que ça interpellera aussi tous ceux qui nous écoutent. On en débat ou pas, ou on repasse à l'alimentation comme tu veux. Oui, enfin rapidement, ça c'est une punchline voilà, qui est sortie aussi. Comme ça, soudainement, où j'avais tout un tas de photos, et j'avais cette photo J'adore. Dans la voiture, Valérie a pris la photo, j'avais la main posée en fait sur mon petit chien, et quelquefois, j'ai une bague sur moi, j'ai très peu de bagues, hein, et en fait, j'avais celle-là. Donc, les fans de métal reconnaîtront, en fait, c'est Eddie d'ailleurs. J'ai trouvé cette image très symbolique, et puis cette réflexion est venue de suite, voilà, les animaux, en fait, il y a ceux que l'on aime et ceux que l'on mange. Et là, je développe dans une chronique qui s'appelle « Faut-il manger les animaux ?» et à ton droit de vie ou de mort sur les animaux, et surtout à mener la réflexion par rapport à ceux qui ont des animaux de compagnie et qui consomment de la viande.
Voilà, toujours sans juger, sans côté moralisateur. Alors, Très intéressant. Jérôme Bernard Pellet, pareil, je le connais depuis que je suis revenu en France il y a 4 ans. C'est médecin généraliste qui est nutritionniste spécialisé en nutrition végétale. C'est l'expert français en fait, dans le domaine. Alors, on le voit très très peu débattre dans les médias. Il intervient souvent dans le milieu en fait, des végans. Je l'ai rencontré de multiples reprises et je voulais qu'ils me disent, parce qu'il a les compétences en recherche bibliographique et il s'est bouffé en fait toutes les études sur le végétarisme et le végétalisme. Et il dit par exemple, je disais, mais Bernard, au niveau du soja, c'est très controversé. Il me dit, mais non, c'est pas controversé en fait, il n'y a aucune étude qui prouve une quelconque nocivité du soja. Et alors là, tu dis ça, tu dis, ouais, il y a des gens qui ont dit, tu vois, souvent, bon, j'étais en relation avec Corinne Bouger aussi, faisait partie de mes amis avec Claire Sévrin, et c'est vrai que Corinne était vraiment une anti-soja, etc. Bon, malheureusement, elle n'est plus là, on a pu en discuter ensemble. Mais souvent, certains d'entre nous ont été leurrés, en fait, par soit de fausses études, tu vois. Les trucs n'ont pas été comme lui, a tout contrôlé. Quoi. Il y a zéro aussi. Soja, et je rebondis sur le soja, on va faire un petit focus là-dessus, si tu veux, 2 petites minutes. Avec plaisir. Parce que aussi, je fais référence à Richard Béliveau, qui est un expert en aliments anti-cancer, qui est un Québécois, et aussi une référence quand même pour moi qui est très très importante, c'est David Savron-Schreiber, qui est en fait un médecin, un psychiatre, un psychologue et un chercheur très connu, qui a fait un livre remarquable qui s'appelle Anti-cancer, et qui est malheureusement décédé il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, et il a vécu pendant plus de 15 ans avec une tumeur cérébrale. Et grâce en fait aux aliments anti-cancer, grâce aussi à certaines chimiothérapies, parce que là aussi, j'appuie dans le livre le fait qu'il ne faut pas rejeter toute la médecine. Hein. C'est Nicole Lépine qui dit oui, la chimiothérapie est un poison. La chimiothérapie est un poison, mais un poison utile dans certains cas. Dans certains cas, il faut toujours individualiser, et spécifier. Il faut vraiment bien connaître le sujet parce que tout un chacun, on aura de quoi utiliser ces arguments lorsqu'on accompagnera peut-être un conjoint ou un parent consulter le cancérologue. À propos de Jérôme Bernard Pellet, tu as un punchline. J'ai regroupé les informations aussi avec Richard Béliveau et David Savron-Schreiber, où le soja, en fait, la génistémie, bloque en fait le développement de l'angiogénèse. Donc c'est un protecteur de cancer. Ça, je l'ai appris, par exemple. Tu vois, tout comme j'ai appris. Les cancérologues ne vont jamais, en fait, te préconiser un mode alimentaire ou certaines habitudes, en fait. Tiens, petite info. Je ne sais pas si tu es au courant. Tu sais, on parle de génétique et d'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement. Vu qu'on parle d'alimentation, aujourd'hui, il est prouvé au niveau épidémiologique que la consommation de fruits et de légumes, donc de fibres, donne à manger à certaines bactéries au niveau de notre microbiote, qu'on appelait à l'époque flore intestinale. On appelle ça une famille de bactéries, les bifidobactéries, qui produisent une substance qu'on appelle le piturate, si je ne me trompe pas, qui va inhiber le développement de certaines cellules cancéreuses au niveau du côlon, voire même induire leur mort. Ça, c'est prouvé aujourd'hui. Mais les gens... Il y a plein de choses qui sont prouvées, mais la problématique... Il faut aller chercher ces informations et il faut les partager. Et que les médecins ne sont pas compétents en alimentation. Non, quelques jours durant leur cursus de formation universitaire au niveau de l'alimentation. Qui me dit, moi j'ai une spécialité, j'ai fait une spécialité, mais dans le tronc commun, on ne nous apprend pas l'alimentation, puis les glucides, les lipides, les protéines. Les micronutriments, ils ne connaissent pas, hein. Ils connaissent que les macros. Ce que je demande aux médecins aujourd'hui, c'est ouvrez les yeux, rapprochez-vous des naturopathes, informez-vous aujourd'hui sur l'alimentation, bordel, au lieu de prescrire comme ça que des médicaments chimiques qui font la fortune des labos. De Big Pharma qui se frottent les mains, c'est ça? Si ce n'est pas les médecins qui le font, c'est à nous de le faire patient, à nous de le faire. Nous de le faire. Et ton livre, il est parfait. Devant le médecin, comme un gentil petit garçon en disant oui, mais je vais faire ça. Non, il faut demander pourquoi. Il faut qu'on vous explique ce qu'on va vous faire. C'est formidable, moi j'ai rien à rajouter. Parce que, excusez-moi si j'interromps Gilles de temps en temps, mais on s'était dit d'essayer d'enchaîner sur quelques sujets, on ne pourra pas tous aborder. Juste pour un dernier mot sur Jérôme Bernard Pellet, tu as une punchline qui dit, et là ça va faire sourire certains détracteurs, aucun article dans la littérature scientifique qui affirme que les végétaliens ou végétariens sont à risque de carence en protéines. Alléluia.
Enfin, quelqu'un qui va chercher un peu partout. Alors, j'avais commencé à démonter, si tu veux, le mythe des protéines dans le premier. Là, je remets une couche pour arrêter de nous bassiner avec les protéines, tu vois. Mais où tu trouves tes protéines? Est-ce que tu as mangé assez? Donc, voilà. Donc, on ne sait pas aujourd'hui le nombre en fait, de protéines qu'il faut par kilo de poids de corps. Et généralement, toutes les études disent que c'est moins de 20 grammes. Bon, à la limite, si tu veux, tu peux doubler. Voilà. Mais il y en a largement assez dans l'alimentation. Oui. On pense que les protéines, en fait, c'est que dans la viande. Les gens ne savent pas que dans des légumes, il y a des protéines, que dans des céréales, il y a des protéines, comme des légumineuses, dans des protéines, qu'une des meilleures protéines, c'est la protéine de soja. Ah non, non, le soja, ça fait pousser les seins. Et le mec, tu vois, il t'invente, c'est le narratif, tu vois, c'est génial. Il t'invente des trucs, mais oui, mais je l'ai entendu, je l'ai vu sur Internet, j'ai dit, ouais. Mais moi, je sais, j'en reviens toujours aux faits. Donc, je vais voir les spécialistes. Je travaille avec les meilleurs. Jérôme, dis-moi, comment ça se fait si toute cette propagande par rapport au soja? Et il me dit, bah, c'est uniquement au niveau industriel. Le soja, si tu veux, c'est un substitut au lait, c'est un substitut à la viande. C'est les deux principaux lobbies dans l'agroalimentaire. Voilà pourquoi il le dénonce, bien sûr. Mais aussi, il faut dire aux gens, ça n'a pas besoin de manger 200 grammes de soja par jour. Tu vois, donc tout ça, en fait, je reviens aux fondamentaux, je reviens à la nourriture méditerranéenne. C'est pas bien compliqué. Un peu de pragmatisme, du bon sens, de la logique. Je ne vais pas faire 10 bouquins sur l'alimentation, tu vois, parce qu'avec celui-là, et je te remercie de m'avoir donné la possibilité de parler d'autres sujets que l'alimentation et le sport, parce que j'ai pas envie de rester coincé dans cette boîte. Ah oui, c'est clair. J'ai pas envie de parler pendant 10 ans de... Mais surtout de toi à moi, Gilles. Encore une fois, donc... Désolé si je t'interromps et désolé parce que certains me mettront Eric, tu as beaucoup coupé. Gilles, j'ai essayé quand même de laisser parler la majorité puisque c'est... C'est moi qui t'ai demandé de me couper. Oui, bah, c'est gentil de le préciser. Mais en fait, moi j'aimerais, je sens ta passion et je sais tout ce que tu pourrais apporter dans ce podcast. Je te remercie encore une fois donc, de m'avoir donné l'exclusivité pour Fitness Mag. Mais en gros, j'aimerais que les gens qui nous écoutent comprennent, pour aller dans le sens de ton livre. Moi, je parle de méthode holistique. Quand je donne des conseils, je dis, vous savez, moi, j'ai juste l'expérience de quelqu'un qui a vécu et qui n'a de cesse de s'instruire. Tout comme toi, j'ai une bibliothèque qui est pleine et je rage quand mes bébés ne veulent pas dormir le soir parce que j'aimerais, une fois qu'ils dorment, vite, continuer mon bouquin en cours. Et donc, je dis toujours la phrase suivante, nous sommes des individus et dans individu, il y a individus en latin, c'est indivisible. Nous sommes un tout, on ne peut pas être fragmenté. Quand tu prends un cancérologue, tu prends un cardiologue, tu prends un spécialiste des reins, du foie, bref. Ils sont spécialisés, mais on ne peut pas faire l'économie des autres membres, de la totalité du corps humain, et de prendre en compte la vie spirituelle, l'amour, l'environnement familial, le lieu de vie. Enfin, il y a tellement de choses à parler, Gilles, on pourrait parler des heures. Oui, mais tout est lié et j'espère... Tout est lié, et c'est ce qui fait qu'on restera en bonne santé le plus longtemps possible. Ouais, j'espère avoir abordé tous ces sujets. Tu sais que le côté spirituel m'intéresse beaucoup. Je l'aborde avec David Totsen également, qui est un musicien, mais qui est pour moi un philosophe, qui apporte de vraies réflexions. Qui nous dit, par exemple, si tu as conscience que de toi-même, tu vis que pour toi, en fait, ton univers s'arrête à toi. Tu vois. Ouais. Et voilà, il dit aussi que dans un monde aussi bruyant que le nôtre, il ne faut pas avoir peur de faire du bruit. C'est vrai qu'il fait une musique aujourd'hui de plus en plus agressive parce que c'est quelqu'un de très calme pour dehors. Il dit aussi, par exemple, il vaut mieux être un guerrier dans son jardin qu'un jardinier dans une zone de combat. Oui. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi aussi, mais moi j'étais stupéfait de la qualité vraiment de tes intervenants, stupéfait. Oui, il y a vraiment des perles dans les deux et sans prétention. J'ai mis beaucoup de cœur à ce livre. C'est vraiment des pistes de réflexion. On peut le lire très vite la première fois, mais je vous en encourage à reprendre aussi certaines chroniques, à vous poser, à prendre l'information, à la digérer, l'analyser et surtout, mon ambition première est que vous produisiez votre propre pensée. Voilà, ne pas être juste des gentils perroquets en répétant ce qu'a dit Éric Rallo, ce qu'a dit Gilles Artineau. Donc, avant de répéter, appropriez-vous en fait nos propos, appropriez-vous les punchlines qu'il y a dans il y en a à peu près 70. Tout ça, ça amène vraiment de la réflexion. Tu vois, on parlait des écrans. La télévision, au plus tu la regardes, au moins tu as envie de l'éteindre. Voilà, la télévision fait des écrans te vide la tête. Ça a été aussi, il y a des analyses dessus. Des thèmes. Au céphalogramme. Donc, c'est quelque chose en fait de vraiment nocif, tandis que la lecture, elle,
permet d'apprendre des mots, permet d'augmenter son bagage linguistique. Parce que sans mots, il n'y a pas d'expression, tu ne peux pas exprimer ta pensée. Et là, on n'abordera pas ce sujet, ça sera beaucoup trop long. On voit aujourd'hui la dégradation qu'il y a au niveau de l'orthographe, au niveau de la diction, au niveau de la pauvreté, au niveau du langage. Et ça ne va pas amener des êtres super intelligents et super rebelles. Voilà. On peut essayer humblement de contribuer à renverser les choses, parce qu'il y a eu un reportage récent, et on terminera sur ça. C'était sur Arte, Demain tous crétins. J'invite les gens à se documenter et à aller regarder ce reportage. Il interpelle lui aussi. Donc en gros, moi je conclurai par ça, Gilles, parce que le temps passe, mais on va continuer quelques minutes juste en off. Mais j'espère que vous avez apprécié, vous qui nous écoutez, qui nous regardez également, donc cette intervention. Je remercie encore donc 1000 fois Gilles. Mais rappelez-vous, ce livre, il est stupéfiant de par le contenu, mais un contenu qui est pragmatique, pas moralisateur, des intervenants de qualité, légitimes. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que j'ai vite envie de relire certains passages, et sur certains passages qui m'ont interpellé ou appris des choses, d'aller me documenter. Je boucle la boucle, faire le pléonasme, tu sais. Parce que c'est ce qu'on demande, c'est ce que tu viens de demander à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de se cultiver, d'avoir une pensée incluante plutôt qu'excluante. Ouvrez-vous l'esprit au maximum. Oui. Après, c'est votre choix. Ça restera votre choix. Voilà, Gilles, merci encore. Hein. Je sais que tu as fait juste une émission Toxicity. Je vais mettre le lien aussi sous la vidéo. Je suis le deuxième à avoir Gilles Lartigot, t'imagines. Je suis très fier, hein, sincèrement. Hein. Au-delà de l'amitié que je te porte et du respect. Tu sais que on s'apprécie tous les deux. Donc voilà, on espère aussi avoir transmis des informations à ceux qui nous regardent. Et puis je sais que par rapport à ton activité, tu es quelqu'un d'extrêmement ouvert. Et par rapport au message que tu fais passer aussi dans ton magazine, ça va au-delà de l'alimentation, du sport, parce que voilà, on vit dans une société toxique, il faut en être conscient, il faut prendre conscience de la société dans laquelle on vit pour ne pas la subir. Voilà, je suis très content de m'être exprimé avec toi là-dessus. Alors, moi aussi, c'est la première fois donc, que je reprends la parole, donc si j'ai fait des petites fautes ou j'ai bafouillé, etc. Donc c'était un petit peu une mise à niveau. Donc je préférais la faire à confiance. Tu as été authentique et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu es charismatique, Gilles, et authentique. C'est ça qu'on aime chez toi et on te remercie. Voilà, mais j'essaye de le rester en tout cas, de rester moi-même. Merci beaucoup pour cet énorme travail. Une info peut-être exclusive. Est-ce qu'un jour il y aura un 3e tome ou pas? J'ai toujours eu très envie de trilogie. Moi j'adorais ça. Ah voilà. Hein, toi qui es fan de BD, de films. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Je pense qu'on sera peut-être amené à se reparler. Avec très grand plaisir. Hein. De soumettre pour faire évoluer en fait tous les messages qu'il y a. Oui, sur d'autres termes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ou pas assez abordés peut-être. Moi, ça serait un très grand plaisir. Il y en a pas mal, on débriefera ça, on débriefera après. Et puis on lira aussi les commentaires sur les Oui, n'hésitez pas à partager vos commentaires. On les lit tous. Et surtout, voilà, donnez votre avis. Il est important. Et il sera pris en compte. Merci encore Gilles. Merci donc à tous ceux qui ont collaboré à Hit 2. Donc c'est une très belle réussite, je souhaite sincèrement, et je suis sûr que c'est très bien parti. Et je vais tout faire avec mon magazine, tu le vois, pour le propulser. Je vais le communiquer, mais alors à tout azimut. Que ce soit un nouveau best-seller, tu le mérites, sincèrement. Merci beaucoup. À très bientôt Gilles. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.